Bonsoir à toutes et tous qui nous regardent ce soir. Merci de participer et merci de regarder ce débat. Donc, petite présentation. Ce débat est organisé par l'association Alternative, qui est une organisation yverdonnoise qui organise tout plein d'activités, notamment un festival qui est généralement sur le lundi du jeûne, mais aussi d'autres activités et d'autres actions comme deux débats qu'on organise sur l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Donc, on a un débat ce soir avec 3 agriculteurs et agricultrices qui vont plutôt parler de leur expérience personnelle et de leur vécu. Et on aura un deuxième débat le 18 avec des domaines un peu plus larges. Donc, on aura par exemple une personne du domaine de la médecine, une personne du secteur agroalimentaire. Donc voilà, revenez le 18, ce sera aussi tout à fait intéressant. Donc, on a aujourd'hui Fabien Pello, qui est à Pommier. Oui. Vanessa Renfer, qui est agricultrice à Sur-le-Châtel. À Ange, oui. À Ange. Et Josie Taramarca, qui est conseiller agricole à la retraite et aussi qui a été paysan assez longtemps. Donc, malheureusement, on avait une personne qui devait aussi être présente qui est un agriculteur bio qui représente le camp du oui, mais qui ne pouvait malheureusement pas être présent. Donc, Josie, tu en place au pied levé. Alors, merci. Donc, comme vous le savez, j'imagine, on va voter le 13 juin sur cette initiative notamment. Donc, ce n'est pas la seule, mais c'est sur celle-ci qu'on va axer le débat. Et du coup, on a réuni ces 3 personnes qui vont nous parler de leur vécu. Donc, moi, d'abord, je vais leur poser des questions un peu style interview sur leur vécu, sur leur expérience personnelle. Et vous avez également la possibilité de poser des questions via le chat Zoom, via Facebook ou via Instagram. Et notre super équipe alternative se chargera de regrouper vos questions. Et à la fin du débat, juste entre ces 3 personnes, il y aura un moment pour justement répondre aux questions du public. Voilà, donc vous pouvez seulement poser les questions qui vous viennent en tête sur le chat Zoom, Instagram ou sur Facebook. Voilà. Merci. Donc du coup, première question personnelle, peut-être déjà vous positionnez vis-à-vis de l'initiative. Je te laisse commencer. Oui, alors moi, si je suis invité aujourd'hui, c'est pour justement pouvoir débattre, mais de mon côté, je suis clairement opposé à cette initiative pour le moment. Merci, Vanessa. Alors, moi, je travaille à Unitaire où on a décidé de laisser la liberté de vote. Et à titre personnel, je ne suis pas encore décidée sur ce que je vais voter le 13 juin. Okay. Merci. Et Josie. Alors, moi, j'ai décidé de voter oui à cette initiative. Très bien, merci. Peut-être deuxième question, du coup, je commence par toi, Josie. Comment est-ce que tu es entré dans le secteur agricole et quel a été un peu ton chemin dans cette branche? D'accord, je suis très vieux, ça arrive d'être lent. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière en faisant des herbicides. 4 ans chez Sebagegi, etc. Puis je me suis posé des questions par rapport, on avait un petit canal derrière l'usine qui n'était pas tous les jours la même couleur, puis etc. Je me dis, mais au niveau santé, tout ça. Et après, j'ai décidé de faire l'école d'agriculture, on avait des vignes à la maison. Puis, je n'avais pas de solution. Puis, il y avait quelqu'un qui m'a parlé du bio, il y a des solutions, etc. Alors, je suis parti dans cette direction. Merci. Toi, Vanessa, comment tu es rentrée dans le secteur et où est-ce que tu en es en ce moment? Alors, moi, je suis une pure citadine à la base parce que je viens de Lausanne. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était acquis d'office. Et puis, je me suis portée volontaire dans des fermes quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans en été. J'aimais bien aller passer 2-3 semaines dans des fermes. Et puis, la vie a bien fait les choses puisqu'elle a mis sur mon chemin un paysan de la région de Neuchâtel. Et puis, ça fait 17 ans maintenant que je suis paysanne, formée sur le tas, mais paysanne quand même. Très bien, merci beaucoup. Et puis toi, Fabien, du coup? Alors nous, on est issus d'une longue série de générations d'agriculteurs. Ça date de bien avant mon arrière-grand-père.
Donc, nous, on a toujours connu ça, hein, d'ailleurs, toujours à Pommier. Et par contre, ben, moi, j'ai un petit peu fait ça différemment. C'est qu'après tout ce qui était école obligatoire, je suis plutôt parti dans la technique, tout ce qui est électronique, suivi d'informatique, où j'ai poussé au plus haut possible ces études-là avant de revenir sur l'exploitation à peu près dans mes 23-24 ans. Super, merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander, du coup, qu'est-ce que c'est ton rapport aux pesticides? Quand est-ce que tu décides, par exemple, sur ton exploitation d'utiliser des pesticides? Ben, en fait, à l'heure actuelle, c'est un petit peu spécial vu que nous, on est passé en bio. Mais ben, si on reprend un peu chronologiquement, j'ai jamais vraiment connu l'agriculture intensive comme mon père ou mon grand-père l'ont vraiment connu. Moi, je suis arrivé sur l'exploitation et il était déjà hypicus, donc c'est-à-dire qu'il faisait sur céréales que des herbicides. Tout ce qui était insecticide, fongicide et régulateur de croissance était déjà interdit. Donc, il a fait ça pendant plus de 18 ans avant de décider de passer, enfin plutôt moi qui ai décidé de passer au bio. On a fait ça pendant plus de 18 ans. Et puis, bah, c'est clair qu'avant, moi, je suis arrivé déjà dans une agriculture plus moderne où on avait des seuils de tolérance, où on calcule, à l'école d'agriculture, on calculait les ravageurs et tout avant d'intervenir. Parce que, bien sûr, on n'est jamais content de faire un herbicide ou autre chose, parce que c'est toujours un peu qu'on n'a pas des fois le choix. Alors, c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment voulu les utiliser parce qu'ils sont déjà chers. Et puis, le moment pour en choisir un, c'est vraiment après avoir mis tout en considération. La culture, est-ce que c'est vraiment utile de le faire par rapport au rendement? Est-ce qu'on va gagner un peu de rendement ou autre? Donc, honnêtement, c'est un peu une question, on va dire un peu vague, quoi. Vraiment l'utilité, à quel moment de l'utiliser. Toi, Vanessa, qu'est-ce que c'est ton rapport? Quand est-ce que la décision elle vient? Alors, nous, on utilise dans les céréales un herbicide en tout début de culture pour répondre aux normes Extenso, qui est donc c'est le seul traitement qu'on est autorisé à faire dans ces cultures. Après, on va pas plus loin, on va pas faire justement, comme tu disais Fabien, insecticide, fongicide, tout ça, on fait pas. Par contre, on a de la vigne en plaine et ça, c'est une culture qui est pas évidente à gérer en bio, surtout si on l'a pas appris. Et puis, ça, c'est une culture où justement, on va effectivement essayer de regarder en fonction du climat, en fonction de l'état de la vigne, à quel moment faire le traitement, mais il y a un moment, voilà, faut le faire. Et puis sinon, on a beaucoup de pâturage de montagne. Alors là, on alterne pour enlever les plantes invasives. Soit on le fait à la main si on peut, ou si on est trop tard pour le faire en traitement par pesticide, par herbicide. Et là, et si on fait pas cette intervention mécanique, alors à ce moment-là, on fait une intervention plante par plante avec un produit qui va juste cibler la plante et laisser le reste intact. Ok, très bien, merci beaucoup. Et puis finalement, alors, bon, moi maintenant je suis retraité, alors les choses elles sont claires. Mais bon, j'avais une exploitation où c'est qu'on faisait du légume, de l'arboriculture. Un petit peu plus dans le micro, je sais pas si on. Ah, donc j'avais sur une exploitation, on avait du légume, de l'arboriculture, du bétail, etc. Et puis pour l'arboriculture particulièrement, on a utilisé des produits de traitement, mais comme c'était toujours dans du bio, suite à mon histoire d'usine là. Donc, j'ai assez vite changé le cap. Ben, on utilisait, entre autres, des phéromones, donc des petites capsules qui attirent les mâles, qui fait qu'ils ne retrouvent pas les femelles, et puis il n'y a pas plus de ponte pratiquement. Donc, voilà, des petits types de produits comme ça, un petit peu de soufre, un petit peu de cuivre, et puis un autre truc, Bacillus thuringiensis, voilà. Okay. Un petit peu de ce qu'on avait utilisé. Très bien, merci beaucoup. C'est une question que je vais vous poser plus tôt. Est-ce que c'est possible juste de peut-être décrire votre exploitation pour que le public puisse un peu situer sur qu'est-ce que vous produisez, qu'est-ce que vous cultivez, qu'est-ce que vous élevez, combien d'hectares vous avez? Fabien, je te laisse reprendre. Oui, alors nous, on a une exploitation mixte, comme on dit, grande culture et vache laitière, donc vache laitière pour le gruyère. Et sinon, on a à peu près 55 à 60 hectares, et puis dessus, on fait un peu forcément tout ce qui est herbage pour le bétail, et aussi à peu près des cultures, vraiment grandes cultures, donc pas forcément du maraîchage, mais on fait quand même des pommes de terre, spécialisées dans les plants de pommes de terre,
tout ce qui est céréales, orge, blé, blé planifiable, blé fourragé, colza, soja, tournesol, maïs, pois protéagineux. Voilà, une gamme assez complète, à peu près comme les agriculteurs de plaine, on va dire. Merci. Toi, Vanessa? Nous, on a une ferme qui est en zone de montagne 1, avec, donc on est à peu près à 800 mètres. D'accord. Voilà. On a environ 25 vaches allaitantes, avec leurs veaux, les jeunes. On fait du poulet d'engraissement, avec beaucoup de ventes directes, qui marche bien, qui est une activité dans laquelle on a beaucoup de plaisir, parce qu'on a ce contact avec les gens, avec les consommateurs. Donc, on a des herbages et du maïs d'ensilage pour nourrir nos vaches. Et puis, on fait aussi du blé panifiable qu'on transforme en farine pour la vente directe, du blé fourragé, de l'orge et du lupin qu'on garde en partie pour nourrir les poulets. Et puis, on a donc, comme je l'ai dit avant, une vigne en plaine à Crécy avec un peu de chasselas, un peu de pinot noir et de la forêt. Et voilà. Je te remercie. Et puis, toi, je dis sur les exploitations sur lesquelles tu as pu travailler. Ouais, donc la dernière, c'était surtout des céréales, des grandes cultures, bio, sans bétail. Je vais en parler un petit peu avant. Donc, on avait 12-13 vaches laitières, des cochons, des poules, principalement ça. Puis dans les cultures, il y avait l'arboriculture, des cultures maraîchères de plein champ, on ne faisait pas de serre, cultures maraîchères de plein champ, puis des céréales, du maïs, du tournesol, des pois, des herbages. Ok. Je vous remercie pour ces précisions sur ce que vous faites. Peut-être en rapport avec justement le contexte que vous venez de poser, ces exploitations telles que vous les avez ou que vous les avez connues, pour ceux qui n'est plus exploitant en ce moment, admettons que l'initiative passe, comment vous verriez dans 10 ans à la fin de cette période de transition et peut-être comment est-ce que vous viveriez cette période de transition sur votre exploitation? Fabien, je te laisse de nouveau peut-être commencer. Alors après, comme si on oriente le débat, est-ce qu'on parle que de l'initiative ou des initiatives? Non, l'initiative. Vraiment pour une suite de pesticides de synthèse et pas. D'accord. Alors, comme je l'ai expliqué, nous, on a passé en bio, donc on a complètement proscrit la synthèse sur l'exploitation. Donc, le bio, c'est complètement libre de synthèse. Alors, il n'y a plus de produits de synthèse. Et puis, les produits qu'on peut utiliser sont assez restreints, c'est-à-dire différentes huiles de neem et autres pour faire un peu répulsif contre les insectes, du cuivre qu'on a quand même encore le droit de mettre à coût de 4 kg/h pour des pommes de terre, par exemple. Sinon, un peu de soufre et beaucoup d'huile de paraffine qui sert à désinfecter le dard du puceron quand il pique une pomme de terre. Donc, en gros, on traite toujours autant, mais voire même peut-être plus souvent, mais plus de synthèse. On joue avec des techniques un peu alternatives, en fait. D'accord. Pour moi, disons, comme j'aime à le répéter souvent sur les réseaux sociaux, qu'autant me prend un peu à partie en disant que je suis un empoisonneur, j'aime bien préciser que ça ne changera rien pour moi, puisque j'ai déjà un gros fait le pas. D'accord ? C'est un peu ça la différence. C'est pour ça que je ne peux pas non plus m'étaler sur ce sujet-là par rapport à moi-même. Après, si on parle de tous les autres agriculteurs en plaine, notamment ceux qui nous nourrissent en oignons, en carottes et autres, qui nous nourrissent vraiment de manière intensive, là, je ne vais pas prendre la parole pour eux parce que ce n'est pas le but de ce débat-là. Mais c'est volontiers que je peux répondre à des questions après, mais pour le débat, pour l'instant, je me bloquerai ou je me focaliserai sur moi-même. Oui, très bien. On verra après si il y a des questions. Peut-être ton exploitation, tu la considères comme une exploitation intensive? Alors oui. Alors mon idée de partir en bio, c'était déjà pour répondre à une demande au niveau du gruyère bio. Et puis du coup, j'ai dû un peu reprendre rapidement, j'ai dû prendre des décisions très très vite. Après avoir construit ma ferme, j'ai vraiment dû, avec mon père, donc on a construit cette ferme, j'ai vraiment dû en peu de temps dire « Ouh là là, il faut que je fasse ma reconversion » parce qu'en fait, si je ne voulais pas que la laiterie, donc la fromagerie de Pommy, perde son quota bio pour aller ailleurs, pour d'autres qui voulaient le faire, je devais absolument, moi, me lancer là-dedans pour pouvoir reprendre ce quota bio, pour pouvoir couler du gruyère bio. Donc mon idée, c'était
de passer au bio pour pouvoir faire du gruyère bio et surtout pouvoir, en gros, sauver notre fromagerie qui aurait perdu des kilos bio alors qu'on a une structure qui est quand même assez moderne et assez efficiente. Alors voilà un peu en gros le pourquoi du comment, mais c'est clair que mon but d'être bio, c'est de nourrir la population. Donc mon but, c'est vraiment d'être un bio, mais intensif. Voilà. Je te remercie. Vanessa, du coup, toi, comment est-ce que tu verrais ton exploitation dans 10 ans? Bon, alors sur ce qui est les grandes cultures, on aurait des ajustements à faire en termes de mécanisation, parce que par exemple, le désherbage qu'on fait actuellement avec un produit, on devrait le faire avec une machine que je ne connais pas, que je ne sais pas comment ça s'adapte sur un terrain en pente. On voit toujours des images dans des revues agricoles sur des machines qui désherbent des beaux champs très très plats, et chez nous, ce n'est pas du tout comme ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passerait, ce genre de machine. En plus, ce n'est pas du tout mon domaine de la mécanique, ce serait mon mari encore qui s'en occuperait. Mais nous, notre plus grand souci, ça serait la vigne, parce qu'on a un rythme de travail qui fait qu'on a difficilement la possibilité de suivre la vigne aussi bien qu'il le faudrait si on devait se passer de produits de synthèse. Ça serait, je pense, le plus gros défi qu'on aurait. Sinon, au niveau du bétail, de toute façon, on est très, très peu intensif. On nourrit nos vaches juste avec l'herbe du domaine, un petit peu de maïs qu'on cultive nous. Et puis, ces fameux traitements plante par plante que je citais avant, je pense qu'on aurait la possibilité de s'organiser, de trouver peut-être en partageant un ouvrier avec d'autres paysans de la région, pour nous aider à faire ce désherbage à la main. Je ne vois pas une difficulté énorme à le faire, mais ça demande quand même des ajustements qui ne sont pas forcément faciles à faire. Et puis 10 ans, ça paraît long et ça passe très très vite en fait. Ouais, tu passes toute la mécanisation, tu verrais, 10 ans, ça te semblerait suffisant pour trouver des solutions à ce niveau-là, tu penses? Alors, comme je disais avant, la mécanisation, ce n'est pas tout à fait mon domaine de prédilection. Donc, peut-être que ça existe des machines qui sont capables de faire ce travail sur un terrain en pente. Je pense aussi que ça s'apprend. Et je pense qu'il y a un effort énorme à faire au niveau de la formation. Et voilà, c'est ça qui me paraît le plus délicat pour le moment. Je te remercie. Finalement, vas-y, comment est-ce que… Alors, moi, dans 10 ans, j'ai un petit peu deviné plus quand même. Mais si je pense aux techniques que j'ai utilisées, qu'il faudrait évoluer, donc c'était toujours en bio, dans l'agriculture, j'ai toujours travaillé en bio. Mais il y a des produits bio sur lesquels qui sont autorisés en bio, on peut se poser quand même des questions. Le cuivre, qui est limité à 4 kg, mais on sait que ce n'est pas le top. Mais bon, je pense qu'on va arriver avec ces petites quantités à ne pas faire de problème. Et puis, il y a des produits de remplacement. Donc, il y aura toujours une recherche dans l'application ou bien en arboriculture, les phéromones, on peut se poser des questions. Donc, il y a toujours des questions. Actuellement, on ne trouve pas de résidus de pesticides bio dans les eaux. Donc, mais quand il n'y aura plus les pesticides de synthèse, si ça passe, et puis que tout le monde utilise, peut-être qu'il y aurait une augmentation de la quantité, peut-être que ça viendrait, on aurait des soucis. Je ne sais pas. Je ne pense pas, parce que c'est des produits qui se détruisent très vite dans la nature. C'est des produits qui sont sur base naturelle. Les molécules se détruisent très vite. La nature arrive à le faire assez facilement. Mais on n'est pas à l'abri de rien. Donc, il faut toujours suivre, évoluer, regarder qu'est-ce qui va se passer. Il faudra aussi changer. Très bien. Donc, à ce que j'ai compris, il y aurait, en tout cas pour Fabien, pas de différence sur la manière de faire fonctionner l'exploitation. Pour Vanessa, peut-être un peu plus, mais des ajustements. J'hésite. Voilà, il faut toujours bouger. Il faut toujours des choses. Peut-être du coup là pour rentrer dans le cœur du débat, sans forcément qu'il soit question du mode d'implémentation, donc la manière dont on va amener le fait d'enlever les pesticides de synthèse. Est-ce que vous partagez l'idéal justement d'une agriculture qui serait totalement dépourvue de ces pesticides? De synthèse. Ouais, de synthèse.
Moi, je l'ai dit avant, hein, moi je suis complètement pour qu'on se passe de pesticides de synthèse, et aussi pour une raison, je trouve que au niveau santé, on parle beaucoup, il y a des résidus, mais on est toujours dans les normes, mais il n'y en a pas que un, il y en a un, deux, trois, quatre qui sont dans les normes. Et puis les effets cocktails ne sont pas très connus. Et moi, je trouve que tout le monde a le droit d'avoir une nourriture plus saine, pas seulement ceux qui peuvent acheter du bio. Cette initiative permettrait d'avoir une alimentation plus saine, pas au prix du bio, beaucoup moins cher. Vanessa, tu partages cet avis? Alors, il y a un argument que j'ai entendu récemment que je trouve extrêmement intéressant. C'est que je ne sais pas si on pourra vraiment se passer à terme de certains produits, dans certaines cultures, dans certaines conditions climatiques. Voilà. Mais disons, il y a une chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on peut tenter le coup. Puis si dans 10 ans, on voit que, ma foi, on ne s'en sort pas, on pourra toujours revenir en arrière. Mais si on ne le fait pas du tout, on aura perdu 10 ans. Et ça, c'est un argument qui est intéressant. Et puis, après, en fait, on peut toujours tester. Et puis, c'est quelque chose qui me parle, ça. Très bien, toi, Fabien, quelle est ta position à ce moment-là? Peut-être là, tu parlais déjà des agriculteurs de plaine. Alors, sans forcément pour parler à leur place. Sans parler à leur place, si on revient, il n'y a pas si longtemps, on utilisait des produits phyto. Typiquement, on faisait du colza qui n'était pas extenso. Et puis, Extenso, peut-être pour le public, qu'est-ce que... C'est vrai. Alors, l'extenso, c'est en fait le fait de se passer de tout ce qui est insecticide et fongicide, et spécialement les raccourcisseurs aussi dans les céréales ou dans le colza, etc. IP Suisse met toujours ça en avant, de pas faire. On doit être extenso pour pouvoir être IP Suisse. Après, ils donnent des petites spécialités, comme typiquement maintenant, on voit qu'il y a IP Suisse sans herbicide. C'est-à-dire que ce serait IP Suisse fait exactement ce que l'initiative prévoit en gros. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fongicide, pas d'insecticide, pas de raccourcisseur, pas d'herbicide. Donc, plus rien. Juste de l'engrais chimique pour de l'azote, du phosphore et tout ça pour la plante. Donc, en gros, ce label, par exemple, pour le citer, que je le connais bien, parce que j'ai quand même fait tout le long, j'ai fait plus d'années d'IP Suisse que de bio, je dirais qu'il n'a absolument pas attendu cette initiative pour le faire. Étant expert aux examens, je vois aussi que la technique évolue, les questions évoluent, et maintenant, on n'a pas non plus attendu dans les écoles d'agriculture comme beaucoup de gens pensent. On n'a pas du tout attendu pour expliquer aux gens comment fonctionne un seuil de tolérance, quel produit, à quel moment, à quelle humidité précise le faire, parce qu'on sait très bien que si on fait un certain produit en pleine journée, on fait de la phytotoxicité, donc du coup, on attaque la plante qu'on essaie de protéger. Donc ça, on le sait, on l'a appris, et surtout, on le fait. Après, se passer complètement des pesticides de synthèse, c'est là où moi, même en bio, je suis contre. C'est parce que, typiquement, si je prends l'exemple du spinosade, qui est un insecticide à spectre énorme, c'est-à-dire que c'est une molécule bio, naturelle, qui est autorisée en bio sous certaines autorisations, mais qu'on peut utiliser en bio, qui, lui, ne fait absolument pas la différence entre un puceron, un doryphore ou une abeille. C'est-à-dire qu'il règle le cas à tout le monde. Parce que c'est naturel, il est autorisé. Par contre, il existe un produit qui s'appelle Biscaya, qui lui est fait pour détruire spécialement la méligette du colza uniquement. C'est-à-dire qu'il protège les abeilles. Et ça, c'est là où, en fait, on peut réfléchir, est-ce que, franchement, se séparer complètement de la synthèse qui permet quand même de cibler des trucs précis, est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que si on veut protéger les abeilles et ne plus utiliser d'insecticides, mais laisser le spinosade, par exemple, on aura un gros problème de conflit. Et puis, justement, si on garde le fait d'avoir assez de colza en Suisse, ce qui risque d'être fortement compromis si ces initiatives passent, parce que la méligette du colza, elle peut mettre à 0 un champ. C'est-à-dire qu'il n'y a plus 1 kilo à récupérer, 0. Donc, il est là un peu le problème de ça, en gros. Donc, moi, c'est clair que j'imagine, on voit qu'on a évolué et on le fait encore. Typiquement, je pense qu'on va réussir à se passer, je ne suis pas devant, je pense qu'on va réussir à se passer de pesticides de synthèse ou d'en avoir que quelques-uns très précis
dans les 20 ans. Parce que où je ne rejoins pas forcément certaines discussions, c'est que typiquement, nous, en passant au bio, on a investi en moins d'un mois un peu plus de 100 000 francs en machines. RC-tri ou rotatives, cercles à caméra, tout ça pour devoir arrêter les produits phyto, surtout les herbicides. Hein. Si on me dit maintenant, ouais, mais tu achètes ça maintenant, puis dans 10 ans, bah, tu repasses à ta pompe à traiter. Ouais. Et les gars, non. Je veux dire, on parle de millions pour construire une ferme, on parle de centaines de milliers de francs d'investissement chaque année en machines pour être au top de la technologie. Les gens, ils ne se rendent même pas compte qu'on parle de centaines de milliers de francs, de millions. Les gens, ils ont perdu cette notion. Un tracteur, à l'époque, c'était 30 000 francs. Maintenant, si on va être équipé avec un GPS pour pouvoir guider entre les lignes, pour être le plus précis possible, pour justement mécaniquement détruire, sans détruire la culture, mais détruire que la mauvaise herbe, l'investissement minimum, c'est 300 000 francs avec la machine derrière. Donc, si dans 10 ans, on me dit non, mais tu peux prendre ton machin qui, hop, ta pompe à traiter, pas de souci. Non, c'est pas possible. Économiquement, c'est utopique. Est-ce qu'il y a une réaction de la part de Vanessa? Non, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en agriculture, on a des investissements à faire qui ne peuvent pas se rentabiliser en un claquement de doigts. Quoi. On construit sur du long terme, on fait des bâtiments qui sont censés durer au moins une génération, voire plus. Donc, je comprends ce que tu veux dire, Fabien. Absolument. Bon, les investissements au niveau bâtiment, l'initiative ne les toucherait pas, mais c'est clair qu'au niveau mécanisation, mais c'est clair que si après 10 ans, on s'est bien installé, eh ben, on va peut-être pas forcément reprendre, on va pas reprendre des herbicides, si on a des mécaniquement quelque chose qui fait le travail. Et en plus, en 10 ans, on fera du progrès technique, quoi. Il faut aussi se dire que si on part dans ce sens, initiative passée, donc le 13 juin, on a toute la recherche agricole. Ils vont pas continuer à faire de la recherche avec les pesticides, ils vont aller dans ce sens-là. Donc, on va faire des progrès. Ça va amener de l'eau à ce moulin-là. Donc, on sera plus efficace, si on veut. Peut-être une question générale. Fabien, tu veux la réagir? Je voulais juste rebondir sur le fait que en fait, ces stations de recherche sont bien avant qu'on fasse cette initiative ou qu'elle passe, sont déjà en train de faire des recherches de variétés résistantes. On sait qu'il y a des abricotiers qui sont résistantes à certaines maladies et autres qui sont en train de se développer. Donc, comme je le dis avant, moi, j'ai grande foi en la recherche agronomique pour le dire que ça va de toute façon arriver. Mais 10 ans, c'est trop court. 10 ans, c'est trop court. Et moi, je pense que si on oblige tout le monde à faire ces investissements mécaniques, comme j'en parlais, même s'il y a des subventions où il y a des théories immenses là-dessus, mais quand on aura de nouveau faim, parce que les gens ont oublié d'avoir faim, hein, parce que je peux vous dire qu'en passant moi, je n'ai pas connu vraiment, mais pour certaines cultures, typiquement le colza ou autre, on a vraiment passé d'intensif à IP suisse, on a perdu 30% de rendement. En passant en bio, on va reperdre 20% de rendement des 30% qu'on avait perdu avant. Il va quand même y avoir un problème au bout d'un moment. C'est ça, en fait, le vrai souci, à mon avis. C'est pour ça que je trouve 10 ans, c'est un peu court. Alors, oui, bon, je pense que, justement, les 10 ans, c'est court et c'est long, c'est vrai. Moi, je pense qu'en 10 ans, au niveau de la recherche, s'ils arrêtent toutes les autres recherches, puis ils cherchent plus dans ce sens-là, on va trouver des solutions. Ça, j'en suis persuadé. On n'aura pas toutes les solutions. Je pense qu'avec pesticides de synthèse, la vie n'est pas toujours simple non plus. Puis sans pesticides de synthèse, ce n'est pas toujours simple non plus. Hein. On aura toujours des problématiques. Mais de toute façon, si on détruit encore plus la santé des gens, la biodiversité, donc on aura tous ces aides écosystémiques, tout ce que font les insectes qu'on ne s'aperçoit pas forcément, mais on ne l'aura plus. Donc ce sera encore plus difficile. Je n'ai pas dit que les rendements ne vont pas baisser non plus, même en étant intensifs. Donc voilà, la chose, elle n'est pas si simple. De toute façon, pas. Non, c'est ça. Ouais. Donc il n'y a pas voilà. Je suis passé en bio, j'ai plus de problème, non, j'ai d'autres soucis. Je travaille différemment, j'ai d'autres soucis. Les pesticides de synthèse, pas. Tout est rose. Non, il y a quand même du job, il y a quand même des choses à faire. Il faut pas. Ouais, les choses ne sont pas toc. Hein. On aimerait bien. Ouais. C'est pas le cas. Pas seulement la bouffe.
Peut-être. Question. Avant, on parlait par exemple que certaines cultures étaient plus compliquées à faire sans. Il y avait des risques assez élevés de passer complètement des pesticides de synthèse. Est-ce que justement, il y a des cultures qui sont plus faciles ou plus difficiles à cultiver avec ou sans pesticides de synthèse? Est-ce qu'il y aurait par exemple des cultures qui pourraient être plus mises en avant que d'autres à ce niveau-là? Peut-être que je donne la parole à Vanessa, parce que tu as moins pris la parole pour le moment. Moi, c'est pas non plus le domaine où je suis le plus douée, mais disons, de ce que je sais, les céréales, c'est quand même quelque chose qui est pas trop compliqué, il me semble, à passer sans phyto. Et puis, alors, moi, je vis en altitude. Alors, de toute façon, il y a un certain nombre de cultures qui ne se font même pas pour des questions d'altitude. Voilà, on a quand même, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, on a quand même beaucoup de contraintes en termes climatiques, en termes topographiques, qui limitent les choix qu'on peut faire. Mettre des cultures en avant, oui, mais voilà, la plaine, elle est déjà bien occupée. Elle est occupée par des routes, par des villes, par des bâtiments, voilà. Et c'est quand même compliqué. Je pense que si on veut, Fabien, tu parlais de risque de pénurie alimentaire. À mon avis, pour une initiative comme ça, on ne peut pas simplement dire on supprime les phytos et on doit changer beaucoup d'autres choses. On doit changer la façon dont on se nourrit, on doit changer la répartition des sources alimentaires, c'est-à-dire qu'on va devoir privilégier le végétal peut-être au détriment des sources, des animaux qu'on mange. Et en fait, les personnes qui vont devoir se prononcer, nous tous qui allons devoir nous prononcer le 13 juin, on doit se rendre compte que l'effort, s'il se fait, il est global. Ce n'est pas juste les paysans qui vont faire l'effort. C'est les consommateurs au niveau de leur choix, c'est les politiques qui vont aussi devoir trouver des solutions, c'est la recherche, c'est les écoles, les formations. Enfin, voilà, l'effort, il est conséquent, mais il est global. Alors, c'est séduisant, parce qu'au moins, c'est tout le monde qui s'y met. Mais concrètement, comment ça va se passer? J'attends de voir. C'est une question assez large. Juste avant de revenir sur ce que tu disais au début, justement sur le fait que tu as une exploitation d'altitude, c'est vrai que l'initiative concerne tout le milieu agricole suisse, mais il y a des différences en termes de production entre la plaine et la montagne. Est-ce que ce serait possible de nous en dire un peu plus sur comment cette initiative pourrait impacter davantage, par exemple, les exploitations d'altitude par rapport à la plaine? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a certaines exploitations qui sont plus difficiles à faire que d'autres sans pesticides de synthèse? Ou d'autres qui seraient avantagées, par exemple? Non, alors je pense que clairement, c'est plus les exploitations de plaine qui sont impactées. Puisqu'elles ont un plus grand panel de cultures. Voilà, chez moi, on fait de l'herbe et puis un peu de céréales. Il y a quelques courageux qui arrivent encore à faire du colza à notre altitude ou les patates, oui. Mais c'est déjà beaucoup plus limité. Donc, pour moi, les plus grands défis, ça se situe au niveau du maraîchage, au niveau de l'arboriculture et de la vigne. Et donc, ça, c'est plutôt des cultures de plaine. Je te remercie. Tu parlais de changer la ration alimentaire, quelque part, se diriger vers plus de végétal. Moi, je pense que de toute façon, que l'initiative passe ou pas, les prévisions faites par la FAO, etc., nous amènent à dire qu'on n'arrivera plus à manger autant de viande que maintenant. Ce n'est pas qu'il ne faut pas manger de viande, mais il faudra changer un peu sa ration, ce qu'on a dans l'assiette. Ouais. Un petit peu moins, alors peut-être un peu moins de porc, et puis par contre, chez nous en Suisse, on a tellement d'herbes, donc la production de bovins, ovins, chèvres, etc., se pose beaucoup moins, mais les porcs, c'est qu'on va prendre du blé, enfin du l'orge, dans ce cas-là, de l'orge triticale, enfin des céréales, du soya, etc., qui pourraient nourrir les gens. Au lieu de les nourrir directement, on passe par le porc, puis ça demande beaucoup trop de surface. Donc ces choses-là devront être changées au niveau mondial, pas seulement la Suisse. Ça, c'est une prédiction. La FAO le dit clairement. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi.
Mais ce que je constate, en fait, c'est qu'essentiellement, toutes ces grandes productions porcines ou de poulet sont concentrées dans la plaine, précisément là où on aurait besoin de terre pour cultiver des légumes, par exemple. Non, pas forcément. Pas forcément, mais Pas forcément, beaucoup, c'est un hein, peu partout. Hein, parce que c'est aussi pratique pour les camions de venir charger au bord de l'autoroute que de monter en haut l'alpage. Voilà. Mais oui, oui, je suis d'accord. Moi, je pense aussi qu'il va falloir diminuer notre consommation de viande, clairement. Fabien, tu voulais aussi réagir Ouais, comme on l'a dit, hein, la Suisse, avec sa topographie et c'est relativement souvent des montagnes à 800 mètres et plus, on sait que la surface agricole elle est composée de 75% d'herbe, hein, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Cette herbe-là, le seul moyen de la valoriser, c'est par les ruminants, chèvres, moutons, vaches. Donc, de toute façon, diminuer sa consommation de viande, elle est à peu près, tout le monde le dit, hein, parce que manger de la viande 3 fois par jour, 600 grammes, ce n'est pas forcément la solution non plus. Manger que des légumes, on le voit gentiment maintenant avec les études, qu'on pensait que les légumes, c'était super, on pouvait complètement se passer du reste. C'est faux aussi. Il y a besoin d'un équilibre que peut-être on a un peu trop favorisé niveau viande, mais en Suisse, on ne peut pas non plus diminuer complètement. Ce sera impossible d'arrêter complètement parce qu'on a une topographie qui fait qu'on a on a ce climat occidental et on a ce côté viande, bovin, lait, porc, poulet. On peut se discuter encore un peu, mais à mon avis, l'herbe est là. On ne pourra jamais mettre de patates sur les flots qu'on voit. Hein. C'est absolument impossible, déjà par la déclivité, sans parler de l'altitude. Et puis, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, c'est clair que les céréales en bio sont encore relativement pas trop compliqué à faire, mais tout ce qui est, pour prendre des exemples, les oignons ou alors tout ce qui est un peu maraîchage, et spécialement aussi l'arbo et la viticulture, c'est très compliqué et le colza disparaîtra à mon avis, qui reste une des cultures qui a le plus de ravageurs. En fait, le colza, durant toute sa période, c'est une des cultures qui, mis à part les cultures pérennes comme la vigne et l'arboriculture, c'est une des cultures qui est la plus longue, hein, parce qu'elle est semée le 15 août pour être récoltée environ en juillet-août de l'année d'après. Donc, c'est une des cultures les plus longues qui subit l'altise, le charançon, la méligette, le charançon basilic et encore deux, trois combines. Il y en a énormément de ces ravageurs sur le colza. Et là, on n'a rien le droit de faire. Donc, du coup, là, on a clairement un problème d'huile de colza en Suisse. Alors, ça, c'est certain. Après, de dire que le soja, il ne sert qu'à nourrir le bétail, c'est faux, puisque le soja, le bétail, on le nourrit avec du tourteau, qui est un sous-produit du soja. Donc, tout produit qui est pressé, comme le colza pour l'huile, le tournesol, le soja, le tourteau, c'est ce qui reste hors de l'huile, donc la partie solide, est à fourrage au bétail. Sinon, on nous ferait quoi? On ça brûlerait, mais ça ferait des montagnes immenses. Le bétail est aussi là dans les porcs et les poules et poulets et autres sont aussi là pour valoriser ces sous-produits. Pas oublier qu'en fait, c'est un peu un cycle. Hein. L'agriculture typiquement bio-suisse nous impose d'avoir 20% de notre domaine en prairie. Si jamais. Qu'est-ce que ça implique du coup Ça implique qu'il faut avoir des vaches. Sinon, on fait du foin et du regain, puis on le vend à d'autres agriculteurs bio. Mais ces gens-là qui sont par exemple bio-suisses, si l'initiative, par exemple, pour juste donner un exemple d'eau propre passerait, eh ben, ces gens-là qui sont obligés d'avoir 20% d'herbage pourront plus les donner à leurs voisins, vu que c'est ce que le texte de l'initiative eau propre demande. Donc, du coup, BioSuisse va devoir se remettre en question et devoir dire on arrête en fait ces prairies. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Vu que justement, dans une prairie, on a parlé avant des cultures simples à faire, la culture la plus simple à faire en bio, c'est l'herbe. C'est l'herbe, il n'y a rien besoin de faire. Ça fait longtemps, même en intensif, on ne traite pas l'herbe. L'herbe, il n'y a rien besoin de faire. À part aller plante par plante, si on est en conventionnel ou en intensif, puis nous, avec une fourche à rumex ou une fourche à chardon pour arracher ces deux grosses mauvaises herbes qu'on croise assez facilement. Les autres, en fauchant une ou deux fois, elles se régulent toutes seules. Très bien. Donc, quelqu'un voulait réagir encore là-dessus. Je propose peut-être qu'on fasse un dernier tour où chacun vous puissiez un peu asseoir votre position personnelle sur l'initiative. Est-ce que
que vous pensez à ce sujet-là. Puis après, on passera aux questions du public qui sont en train d'être triées du coup, par notre team alternative. Donc, je propose de commencer par Josie. Tu veux bien. Quelle est la question? Ta position personnelle là-dessus et puis un peu ta conclusion personnelle sur l'initiative, sur ce débat concernant l'initiative pour une Suisse libre. D'accord. De synthèse. Voilà. Pardon. Alors, j'ai déjà dit que j'étais pour, je crois que j'ai dit pourquoi. Une des raisons principales, c'est la santé. Donc, même des gens qui n'ont pas le moyen de s'acheter du bio puissent avoir de résidus de pesticides de synthèse dans leur alimentation, ça je trouve bien. Deuxième raison, c'est l'environnement. Donc, je pense que si on continue de baisser la biodiversité, la mort des insectes, etc., un jour, on va verser, et même en étant intensif avec des produits phyto, de synthèse ou pas, on n'arrivera plus à donner le tour. Donc, parce qu'ils nous rendent des services, ces insectes. Hein. On ne les voit pas toujours. C'est clair, quand un moustique qui nous pique, on ne voit pas très bien le service. Mais il y en a énormément qui rendent énormément de services. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Je dirais, après, il y en a d'autres. Ouais. Et puis, si les gens se... Non, je vais continuer. Non, mais je veux dire, parce qu'il y a un site avec des collègues, on a fait un truc, parce que il y a un site qui s'appelle Pesticides en question. Pesticides au pluriel en question, singulier. Vous savez qu'on on a creusé beaucoup plus que l'Union suisse des paysans qui a sorti des trucs à la hache. On a creusé un petit peu des affirmations de l'Union suisse des paysans. Puis on va mourir de faim, il y aura plus de maladies, etc. Et puis scientifiquement, on a basé scientifiquement, puis là, on peut avoir des réponses si les gens veulent se renseigner. Il y a une réaction sur ce que je dis. Ouais, alors typiquement, comme je l'ai dit, hein, même en étant bio et en partageant l'avis de beaucoup d'autres agriculteurs bio de Plaine, on est contre parce qu'on a quand même un souci de production plus basse en se passant de toutes ces phytos. Ça, c'est du pragmatisme pur, c'est indéniable. Si dans 15 ans, avec la résilience des sols et tout, peut-être qu'il y aura une nouvelle biomasse et peut-être qu'il y aura des rendements en plus, c'est possible. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agriculteur a toujours fait ce qu'on lui demandait. Il a utilisé des pesticides parce qu'on lui a dit d'en faire, parce que les gens avaient faim. À l'époque de mon grand-père et autres, on attachait la patte du corbeau, du bébé corbeau dans sa branche, on lui attachait la patte quand il était petit. Les parents continuaient de le nourrir, il ne se volait jamais parce qu'il était attaché. Quand il était assez épais, on le coupait, on le mangeait. Ça, c'était avant. Ensuite, il y a eu ces produits et tout, on a pu faire de l'agriculture intensive. On savait qu'ils n'étaient pas bien. On savait. Et puis, à force, on a quand même réussi à avoir les gens ont oublié d'avoir faim. Donc, ce qu'on nous a demandé de faire à cette époque-là, elle ne peut pas vraiment nous être reprochée puisque les gens maintenant ont le luxe de demander d'arrêter ça parce qu'ils n'ont plus connu la famine. Donc, c'est pour ça que je suis un peu contre, parce qu'au final, chaque fois qu'on nous a demandé quelque chose, on l'a fait. Et maintenant, on arrive à un clivage tellement immense entre justement les paysans de montagne qui ont plus du bétail et autres, qui ne sont pas directement impactés, et les gros producteurs de nourriture de plaine, qui eux sont vraiment impactés par ça. Donc, on a déjà ce clivage qui existait déjà un peu avant, mais qui a vraiment été poussé. Et puis, plus j'entre en débat, plus je discute avec ça, plus je trouve qu'en fait, on a perdu le fil et ces initiatives, d'un côté ou de l'autre, il y a deux extrêmes, et on a en fait oublié pourquoi on se battait. C'est ça, et puis c'est dans l'émotionnel pur et dur, en fait, ce qui est en train de se passer, entre des chars qui brûlent, des affiches de l'autre côté qui sont arrachées. Il y a un méli-mélo incroyable, et les gens ne savent plus vraiment quoi voter. Et en venant ici ce soir, c'était mon idée, c'était essayer heureusement qu'on ne parle que de Suisse sans pesticides et pas d'eau propre ou de loi Covid ou tout ça, qu'on se concentre que sur celle-ci, parce que moi, il y a encore un autre problème. On passe en bio, on augmente notre matériel mécanique. C'est plus de passages, plus de tracteurs, plus de CO2. Je vous fais le... d'accord. Il y a quelques questions du public d'ailleurs. C'est pas encore fini. Après, un autre truc,
qui me dérange aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait à peu près 50-55% d'auto-approvisionnement en Suisse. Les 45% d'importation, c'est le 75% de la charge environnementale. Et puis donc nous, avec nos 55% d'auto-approvisionnement, c'est que le 25% de cette charge environnementale. Si on descend la production indigène en se passant de produits phyto, on va augmenter les importations, c'est logique, hein, ça, il n'y a pas de miracle, on va augmenter ces importations. Donc, du coup, comme on sait que 45% d'importation égale 75% de charge environnementale, eh ben, on va se retrouver à, je ne sais pas moi, 60% d'importation, on sera à 90% de charge environnementale. Est-ce qu'on veut vraiment se permettre de dire, ben, en Suisse, on arrête de polluer au niveau phyto et tout, mais alors on répercute ça dans les autres pays? Je trouve ça un petit peu égoïste. C'est ce que l'initiative dit, qu'on doit importer la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui vont. Ce qu'on va importer, ce sera fait sans pesticides de synthèse. Oui, mais où on a un problème, par exemple, il y a des producteurs qui arrêtent de produire du lait parce que le prix et toutes les normes les embêtent. Par contre, en un claquement de doigts, on fait venir un camion d'Allemagne et je peux vous assurer que les normes de détention du bétail pour faire du lait qui est arrivé dans nos berlingots chez nous n'ont strictement rien à voir avec celles qu'on fait chez nous. Donc, comment est-ce on n'arrive déjà pas à le faire. Comment est-ce qu'on pense qu'on va pouvoir imposer à d'autres pays nos normes pour produire que nous, qui sommes qu'un millième de la population mondiale? C'est utopique. Non, moi je pense que ce n'est pas utopique parce qu'on parle là que de la production végétale. Parce que l'initiative sur les œufs, comme il interdit l'importation du fourrage, on devrait importer directement les œufs, la viande. Là c'est difficile. C'est pour ça qu'on ne parle pas de ça, parce que je trouve que c'est trop compliqué. Oui, mais c'est ça. Nous, on parle d'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse qui ne concerne que la production végétale. Oui, mais les autres pays produisent avec des pesticides. Si on a trouvé du quinoa bio avec des pesticides dedans et le quinoa IP Suisse n'en avait pas, ce n'est pas par hasard. Oui, mais ma foi, il faut le système est à faire des progrès. Mais voilà, ça fait trop d'inconnus. C'est ça mon problème. Alors, on a des inconnus, mais ça ne fait rien. On va trouver Moi, je pense qu'on va trouver des gens. Les gens, c'est quelqu'un qui a livré du quinoa bio avec des résidus de pesticides. L'année prochaine, il ne livrera plus. Mais il était dans un pays où on n'a aucun contrôle. Oui, mais pour dire, donc, si on a su, c'est que nous, on a fait le contrôle. Cette personne, elle ne livre plus. Après, on va trouver d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont se mettre pour le faire. Ils vont le faire. En 10 ans. Mais en 10 ans. Mais oui, mais puis, il ne faut pas penser que. On parle toujours de dans 10 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas demain matin, supposons le 13 juin, c'est un oui, j'aimerais bien, on verra. Ce n'est pas à partir de 2023 que tout le monde passera sans pesticides de synthèse. Sans pesticides de synthèse, on a 10 ans. Alors, il n'y a pas tout le monde qui va attendre 10 ans. Je pense, il y a certains qui vont dire, ah, ben, puis c'est comme ça, ben, allez, moi je passe en bio. Puis un autre qui dit, ben, moi avant 2031, il ne faut pas compter sur moi, il faut faire quelque chose. Ah, je serai en retraite, je n'ai pas besoin, ou j'en sais rien. Donc, ça va s'échelonner. Hein. Donc, on a le temps de voir venir les choses. Et puis, pour le marché, pour les importations, parce qu'on mange un jour sur deux, hein, comme tu as dit, l'étranger. Hein. Donc, pour les importations, des produits végétaux, on pourra toujours. C'est quelque chose qui se construit. C'est clair, si tu dis le 14 juin, il faut que tout ce qu'on achète doit être sans pesticides de synthèse, ben, c'est clair. Les gens vont apprendre à faire. C'est certain. Ça prend du temps. Vanessa, je te laisse aussi donner donc, ton avis personnel sur la question. Après, s'il y a de nouveau qui voulait rebondir sur ce qu'elle dit, on peut rouvrir quelques questions de débat avant de passer aux questions du public. Peut-être juste, je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions sur le chat. On a déjà quelques-unes, mais si vous avez des questions en attente que vous aimeriez poser de manière générale ou à une personne en particulier, n'hésitez pas. Voilà. Vanessa, je te donne la parole. Oui, alors moi, je vais arriver avec mon étiquette unitaire. Hein. Je trouve qu'il y a un point qui a été occulté dans le débat de façon générale, c'est l'aspect social et économique et le prix payé aux paysans. On sait qu'actuellement, il est largement insuffisant dans la plupart des cultures et la plupart des productions. Je voudrais que les gens se rendent compte de ça, vraiment l'intègrent très bien, et que s'ils se décident à voter oui et de faire ce pas,
qu'ils acceptent aussi toutes les conséquences, tout ce qui va en découler. Et il y a une revalorisation de la production qui est nécessaire, qui est urgente, parce que les fermes disparaissent les unes après les autres. L'avantage d'une initiative comme Suisse sans pesticides, c'est qu'on devrait, dans l'idéal, pouvoir avoir des structures plus petites et embaucher du monde. Et puis, on devrait pouvoir stabiliser le nombre de fermes pour continuer, pour ne pas se retrouver avec que des méga fermes qui vont... Enfin, ça ne correspond pas vraiment à l'image que je me fais de l'agriculture suisse, en tout cas. Et oui, j'aimerais vraiment que les gens se rendent compte de cet aspect social, de cet aspect économique qui est important. Quand on dit on va importer des produits sans phyto, de synthèse, moi, je pense tout le temps à cette problématique de fruits bio qui sont certes sans pesticides de synthèse, mais qui sont produits dans des conditions sociales absolument exécrables, lamentables. Alors, le bourgeon, il y a des conditions sociales aussi à l'étranger. Oui, sauf qu'on sait, on a des contacts avec des syndicats d'ouvriers agricoles sur place. On sait que ce n'est pas le cas, on sait que ce n'est pas appliqué, ou pas suffisamment, ou pas partout. Enfin, il y a un effort aussi à faire de ce côté-là. Donc, on doit mieux payer les produits agricoles, on doit s'attaquer aux marges des grands distributeurs pour que, effectivement, là, je te rejoins totalement, Josie, la nourriture saine, ça ne doit pas être un luxe, ça doit être un droit pour tout le monde. Il faudra trouver des solutions aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, moi, là où j'ai un doute, c'est que je trouve très tentant de dire on va se passer de phyto, mais il y a tellement d'aménagement, d'ajustements à faire, il faut que vraiment les gens soient conscients pour faire ce pas. Là, ça dépasse un peu la question du débat, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à faire pour que qu'il y ait une meilleure valorisation du travail justement du monde agricole et que les gens peut-être comprennent un peu plus qu'est-ce qui est impliqué derrière la production, peut-être soit plus à l'écoute aussi vis-à-vis du fait de payer un juste prix pour un produit de qualité. Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait à faire à votre avis là-dessus? En tant que toi-même ou bien en tant qu'unitaire? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut avoir l'envie et le temps aussi de pouvoir expliquer aux gens comment ça se passe, qu'est-ce que ça coûte de faire telle ou telle production. Voilà, Unitaire a toujours plaidé, s'est toujours battu pour avoir 1 franc par litre de lait. Puis là, on parle de lait d'industrie, du lait de transformation, non bio. Fabien, il fait du lait bio gruyère et puis il est payé aussi 1 franc. Donc, moi, à mon avis, 1 franc, en fait, ce n'est pas assez pour ce que tu fais comme travail. Bien sûr que non. Moi, je pense que, tu vois, on pourrait être à 1,50 franc, 2 francs, je ne sais pas, je n'ai pas fait de calcul pour cette production-là, mais c'est ça, c'est que... Non, on peut la faire partout. Pour toutes les pour productions. Toutes les productions, voilà. Il faut tout faire x3, voilà. En tout cas x2. Ben voilà, c'est ça, je disais. Tu peux le faire pour tout. Le blé, on a ces programmes IP Suisse, blé sans pesticides, blé sans herbicides, pardon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de plus? 10 francs par 100 kilos. Voilà, 10 francs par 100 kilos. Donc, on arrive à quoi? 65? Non, avec tout IP Suisse, on arriverait au maximum à 62 francs les 100 kilos. Et un blé fourragé pour les animaux en bio, c'est 84. Voilà. Et puis, moi, oui, j'ai fait. Ouais. Blé pour l'humain, c'est 110. Ouais. Et le soja tofu, on a 220 francs. Ben non, pas unique. Alors qu'on devrait être, rien que pour du conventionnel, on devrait être déjà à 100 francs, enfin 1 franc du kilo, quoi. Ben, oui, ouais. C'est un peu comme la betterave, typiquement, c'est l'exemple magnifique à utiliser. Au début, que j'ai commencé avec mon père à être un peu là-dedans, la betterave, c'était payé un peu plus de 110 francs la tonne, donc pas de sucre, de la tonne de marchandises. Et puis, elle a été divisée par plus de 3,5 en 15 ans. Par contre, le prix, le coût, il a sans cesse augmenté.
Donc, c'est pour ça que je trouve assez compliqué le fait qu'on puisse offrir à tout le monde de la nourriture saine. J'ai toujours un peu un problème avec ça, on est quand même en Suisse. Hein. Il y a un pays typiquement qui est 100% bio, sans pesticides et qui importe et exporte en fait rien. C'est Cuba. Et ils sont dans une famine monstrueuse. J'aimerais quand même éviter qu'on ait ce schéma chez nous. Alors, j'abuse un petit peu, mais quand même. Je vous remercie. À moins que quelqu'un va encore réagir ou dire mot de la fin, mot de la fin. On a plein de questions du public, du coup, qui continuent d'ailleurs à arriver. Peut-être déjà, je vois qu'il y a eu beaucoup de désaccords sur le chat autour du cuivre, apparemment. Est-ce que sur le fait que est-ce que c'est vraiment naturel, est-ce que c'est dégradable, est-ce qu'il se stocke dans le sol ou non, comment il fonctionne, est-ce que c'est possible d'en dire plus, en détailler un peu pour des personnes qui ne... dire. Le cuivre, donc le cuivre, lui, c'est un métal lourd, donc lui, il reste dans le sol. Point final. C'est pour ça qu'il y a des problèmes actuellement. Parce qu'avant, on utilisait des quantités de cuivre, genre 50, 60 kilos à l'hectare, dans la vigne. Puis la vigne reste toujours au même endroit. Quand on arrache une vigne, après on remet une vigne, c'est la zone de la vigne. Donc il y a une accumulation, ce qui fait qu'il y a même des vignes qui n'arrivaient plus à pousser quand elles étaient jeunes, jusqu'à ce qu'il y ait des racines qui puissent aller en dessous. Donc le cuivre, ça ne se détruit pas. C'est le sol qui se produit, qui est utilisé en bio, qui ne se dégrade pas. Les autres, ils se dégradent tous. C'est le métal lourd. Il faut dire aussi qu'en Suisse, le 93% du cuivre sur les statistiques de l'OFAG de l'année passée, du cuivre est utilisé par des exploitations conventionnelles. Donc, il n'y a pas que les bio qui utilisent du cuivre. Hein. C'est tout le monde. C'est un problème pour tout le monde. On l'utilise pourquoi, précisément? C'est un congé maladie. Si on regarde un toit d'une maison où il y a un Velux avec le tour qui est en cuivre, il n'y a pas de mousse sur la tuile. Parce que l'eau, on arrive au-dessus, créer justement ce sulfatage qui, en fait, permet d'avoir, des fois, certains, c'est ce qu'ils font sur leur toit ou comme ça, mettre une ligne de cuivre tous les 2-3 mètres de tuile et ça leur permet d'avoir un toit sans mousse. D'accord. Donc ça, c'est déjà un problème parce qu'on sait où il va finir. Hein. Les eaux de surface, le lac, bref. Si avant, on utilisait partout du cuivre, nos champs étaient bleus, c'est parce que c'était notre fongicide de base. Tout le monde l'utilisait et puis l'avantage, c'est qu'ils mettaient tous les champignons d'accord, c'est-à-dire qu'ils les éradiquaient. Et puis, à cause de tout ce surplus d'utilisation de cuivre, les fongicides de synthèse sont nés parce qu'ils permettaient de cibler un truc précis. Avant, on mettait du cuivre contre l'oïdium, contre la rouille brune, contre la septoriose. Donc là, je parle que du blé, hein, pour vous donner un peu 2-3 idées des maladies sur du blé. On a dit qu'avant, c'était une culture simple. Maintenant, on a un truc précis pour la septoriose, un truc précis pour la rouille brune. On attaque des champignons précis à un stade précis. Avant, on mettait du cuivre, boum. C'est un peu ça le problème aussi. Donc, il y a eu une évolution. Même avec les pesticides, il y a eu une immense évolution. D'accord. Très bien. Peut-être une autre question aussi un peu technique que peut-être traiter d'emblée. Comment est-ce qu'on distingue un pesticide de synthèse d'un pesticide naturel? Par exemple, on parlait d'huile de paraffine avant. Est-ce que c'est de la synthèse? C'est pas de la synthèse? C'est juste faire une distinction pour le public. En fait, c'est de la chimie. Un pesticide de synthèse, c'est-à-dire que synthétiquement parlant, on a pris un peu de molécules de cette chose avec un peu de molécules de ça, on a assemblé tout ça pour faire un produit synthèse, un peu comme un clone en fait, d'un truc très précis, ciblant un truc précis. Les trucs naturels sont plus globaux, c'est-à-dire ils vont plus contrer beaucoup de choses que vraiment cibler. C'était l'exemple du biscaya que j'ai donné avant. Il cible que la méligette, qui est un ravageur qui en fait mange l'intérieur du bourgeon et qui détruit les étamines du colza. Donc du coup, la graine ne pousse pas et on n'a pas d'huile. Il est capable de ravager un champ en moins d'une semaine. Et puis, le biscaya tue que ça, mais pas l'abeille. Alors que si on fait un néonicotinoïde naturel, genre un spinosade, on détruit tout le monde. Très bien. Mais le D6 détruit tout le monde aussi. Le déciprotec a été interdit. Oui. Par exemple. Peut-être, il y a une question sur la permaculture en Suisse. Admettons qu'il y a une réforme et que l'initiative passe, qu'est-ce que ce serait la position de vous en
productrices. À ce niveau-là, notamment au niveau de vos connaissances, au niveau de la technique. Par exemple, quelqu'un sur le chat disait que ça permettrait par exemple d'exploiter mieux les pentes. Enfin, qu'est-ce que c'est votre position à ce niveau-là? Pour l'instant, les essais de permaculture qui ont été faits, on leur a amené, on a exporté pour eux immensément de compost, de matière organique et tout pour qu'ils puissent bénéficier que de ce qu'il y avait là-dedans pour faire leur culture. Mais pour les quelques exemples de permaculture qui font des essais dans la région, chaque année, ils ramènent énormément de matière dessus pour pouvoir créer cette permaculture. À l'heure actuelle, si toute la Suisse faisait ça en permaculture, je ne sais pas combien de fois la Suisse, on devrait importer, donc 2 fois la Suisse, on devrait importer de pays limitrophes pour arriver à faire de la permaculture. Ça, c'est typiquement un marché de niche que je respecte ceux qui y croient. Moi-même, en étant de haut, j'ai encore clairement beaucoup de peine à y croire, mais je me réjouis qu'on puisse me prouver le contraire. Mais j'ai encore un peu de peine avec ça. Ravi de Vanessa. Voilà. Moi, la permaculture, je ne suis pas du tout compétente. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, la permaculture, elle peut aussi évoluer. Donc, c'est clair que si tout le monde amène des quantités de paille, de matière, etc., ben, on ne les a pas. Donc, il y a des petites surfaces. Mais la permaculture, elle va évoluer, elle va travailler avec le terrain, etc. Je pense que ça, pour moi, la permaculture, c'est un des moyens. C'est comme le bio, c'est un des moyens. Mais s'il n'y a pas de pesticides de synthèse, je ne sais pas, il y a peut-être quelques-uns qui vont passer en bio, certainement, mais tout le monde ne sera pas du bio. Parce qu'on peut toujours utiliser encore de l'azote. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a des gens qui vont continuer. Donc, ce n'est pas les rendements qui chutent, comme disait l'anarchiste des paysans. Ils ont eu du 20, ils ont eu du 30, même plus de 40% une fois. C'est complètement nul. 40%, c'est trop. Je l'admets, 40%, c'est trop. De 10%. Voilà. Ok, très bien. Peut-être une question pour revenir justement sur le côté social dont tu parlais. Notamment au niveau du calibrage, donc je reprends la question, c'est apparemment les gros distributeurs comme la Coop, les gros pour citer que, imposent au monde agricole qui vendent leurs produits de ne pas vendre des légumes hors calibre à d'autres vendeurs. Qu'en est-il? Et la personne ajoutait que si justement, en plus, une partie de la production d'une culture est jetée, même en faisant de la culture avec ou sans pesticides, de toute façon, c'est du gâchis. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire à ce niveau-là pour un peu revaloriser ou contrer ça? On sort un peu du cadre de l'initiative, mais ça rejoignait la fin du débat sur la question spéciale. Oui, évidemment, la question du gaspillage alimentaire, elle est centrale dans ce débat, parce qu'on parle de chute, de perte de rendement, mais on sait aussi qu'on gaspille de l'ordre de 2,5 millions, 2 millions. Oui, l'ordre du grandeur du tiers. Voilà, donc, alors, il faut bien se dire quand même que tout ce qui est gaspillé, entre guillemets, n'est pas totalement gaspillé, puisque ça peut partir chez le bétail, ça peut partir aussi dans les exploitations de biogaz. Est-ce qu'il y a une perte? Est-ce que du coup, c'est vendu moins cher ou ça reste le même vendu beaucoup moins cher? Si c'est pour le biogaz, c'est donné. C'est déclassé, c'est donné. C'est donné au biogaz. C'est rien. Aux animaux, un petit peu, mais c'est beaucoup moins cher. Oui. Alors, c'est pas totalement perdu, mais c'est quand même pas normal, effectivement, d'en arriver là, à ces extrêmes-là. Et bien sûr qu'il y a quelque chose à faire sur le gaspillage alimentaire. Alors, comment est-ce qu'on va contraindre des entreprises comme Coop et Migros à 35 milliards de chiffre d'affaires à se passer de ce calibrage et puis à accepter que, ma foi, il y a des légumes de toutes sortes, de toutes les couleurs et qu'ils ont tous la même valeur et qu'ils doivent être payés correctement. Alors ça, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez, mais... Non, là, de ce côté, je te rejoins totalement. J'adorerais adhérer à ça en sachant que oui, mais après, on dira aux grands distributeurs de descendre leurs 30% de marge à 10%, comme ça, les produits seront pour plus de monde, plus de gens pourront se l'acheter. Et puis aussi, il faut absolument en finir avec le gaspillage. Mais oui, mais ça, je suis à 10 000% d'accord. Au mois de septembre l'année passée, d'ailleurs, ça avait été publié sur les réseaux sociaux, j'avais fait une action pommes de terre parce que on m'avait refusé des trop gros calibres. Et puis j'ai fait une action, donc 3 tonnes, 3000 sacs d'un kilo, que j'ai fait devant chez moi. En moins de 24 heures, tout le monde est venu
me les vider, j'avais plus rien, c'était réglé, j'ai juste gardé un sac pour moi quand même. Mais pour dire, en plus, c'était un peu période Covid et tout ça, du coup, ça a quand même pas mal intéressé les gens. Et puis, ils m'ont tous demandé, mais pourquoi tu les jettes et tout. Et puis, je leur ai bien sûr clairement expliqué, ben voilà, moi, je dois produire un calibre précis, l'Annabelle, typiquement, c'est une variété de pommes de terre, je dois produire entre 35 et 45 mm mon calibre. Ça veut dire que dans mon champ, je dois aller faire des puisées dans mes temps de mètres carrés, hein, ça représente cette année un peu plus de 30 000 mètres carrés, pour donner un exemple. Hein. Je dois les puiser pour voir le bon moment pour ce calibre-là, pour les arracher. Mais le bon moment, ce n'est pas quand elles ont toute cette taille, ce n'est pas possible. C'est le moment où j'ai pas trop de petites et pas trop de grosses, pour avoir vraiment le maximum de ma culture, environ le 85-90% au bon endroit. Mais tout le gros et tout le petit, le petit, des fois, on le laisse au champ parce qu'il est impossible à trier, parce qu'il passe à travers les mailles. Puis le gros, on me le refuse. Alors, soit je le donne aux gens pour faire une bonne action, soit c'est mes vaches qui les mangent. Et puis, on a essayé de mettre des grosses patates. Ça a intéressé une certaine catégorie de gens. Mais après, on voit souvent des gens dans les magasins et autres, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est tout rose ou tout blanc, hein, c'est bourré de zones de grisaille, qui tournent chaque carotte pour trouver la parfaite. Hein. Moi, une carotte qui a un petit trou, je lui mets 2 coups de pelle d'éplucheur dessus et puis elle a la même gueule qu'une. Hein. Il y a aussi ça, hein, on doit apprendre ça. Ça va être très compliqué. Oui, c'est certain, mais ça va être très compliqué, ça. Et comme je disais tout à l'heure à propos de la viande, de toute façon, un jour, on va y arriver. À moins gaspiller. Que l'initiative passe ou pas, ça fait partie des choses à résoudre. Ah, de toute façon, le gaspillage. Et la COP dit c'est le consommateur, et puis le consommateur, il dit, mais la COP, alors il y a des gens qui pinaillent sur le format de la carotte, mais le consommateur, il dit, moi j'ai que ça hein, aussi, donc je sais pas, il y a un espèce de jeu bizarre. Est-ce que du coup, admettons qu'on vote oui, est-ce que ça changerait quelque chose d'attitude justement de la grande distribution dans leur pratique avec les agriculteurs et agricultrices? Ça pourrait aller dans ce sens-là. Alors moi, non, parce que si on prend l'exemple oui, je dis que c'est une bonne question, mais ça fait tellement longtemps que la grande distribution règne en maître et fait ce qu'elle veut que je ne vois pas. Je pense qu'elle tirera son épingle du jeu de toute façon. Hein. Elle va profiter probablement pour peut-être mettre en avant dans ses rayons tous ces produits sans phyto de synthèse et puis en même temps continuer de payer au lance-pierre. Non, mais si l'initiative passe, ils n'auront que des produits sans phyto de synthèse. Mais ils vont toujours faire sans phyto de synthèse, prix garanti, sans phyto de synthèse, ça. Ils aiment bien sectionner, sectorialiser, enfin, je sais pas comment on appelle. Segmenter le marché. Ils aiment bien avoir. Mais ils vont s'en sortir, c'est ça. Ah, mais je me fais pas de soucis. Non, pas de soucis pour la grande distribution. Moi, je ne me fais pas non plus, mais par exemple, comment on peut justifier qu'un produit bio, ils remettent 30% de marge dessus qu'un produit conventionnel, alors qu'il a été lavé, étiqueté de la même manière que le conventionnel, mais ils ont pris 30% de plus dessus. Comment on explique ça? Parce qu'on les a laissés faire. C'est la loi du marché. Ils disent tant que ça marche, ça marche. Ouais, mais la loi du marché ne fonctionne pas parce qu'à un moment, il y avait plus de demandes de lait que d'offres, mais le prix a toujours baissé. Et puis ça, Unitaire ne pourra pas dire non, hein, parce que ça fait des années que le panneau lait qui garde l'enfant, on le voit, et en fait, on n'a jamais été aussi bas. Pourtant, il y a des camions d'Allemagne qui viennent avec du lait. Il y a passé une vidéo, ça fait maintenant 15 ans, c'est qu'ils ont fait des explications, les grandes surfaces, parce qu'ils ont augmenté le prix du pain, parce qu'il y avait une pénurie sur le marché mondial de céréales. Hein. Donc, ils ont augmenté, expliqué, voilà, il n'y a pas assez, donc ça coûte plus cher, etc. La pénurie a passé, mais le prix, il n'a jamais redescendu. Mais ça, c'est clair, voilà. La loi du marché ne marche pas dans un sens. Hein. C'est comme actuellement, on a des importations de beurre régulièrement qui sont demandées par l'interprofession du lait. Mais on ne voit pas le prix du lait augmenter. C'est bizarre parce que s'il manque vraiment du beurre, le prix va augmenter. S'ils ne voulaient pas manquer de beurre, ils auraient donné 4 centimes à chaque producteur par litre de lait et il n'y aurait jamais eu de pénurie de beurre. Parce qu'on avait une montagne de beurre il y a 15 ans. Hein. On nous en parle encore de cette montagne, mais tous les 2 mois et demi, on apporte 2-3 000 tonnes de beurre. Nouvelle question du public. Est-ce qu'il y aurait des idées pour une nouvelle initiative afin de mettre la pression justement sur les grands distributeurs? Qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là?
Mais on pourrait faire comme une Suisse libre de pesticides. Question extrêmement large qui dépasse un peu le. On pourrait lancer. L'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on peut n'importe qui peut lancer une initiative. On pourrait lancer une initiative pour que Migros ou Coop ou n'importe quel, pour ne pas les citer, ne prennent pas plus que 10% de marge. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ouais. On a combien d'initiatives le 13 juin? 5. Pourquoi on ne pourrait pas lancer celle-ci? Ouais, ça c'est aussi possible. Mais Le groupe. 5 votations, mais c'est pas une initiative. Pas que de ça, mais il y a quand même 5 votations. Une bonne initiative, ce serait de multiplier les acteurs de mise en marché. Avoir plus d'acteurs de mise en marché, puis d'aller acheter le plus possible en direct. Alors, c'est clair que c'est un acteur de mise en marché, peut-être. Migros, Coop sont des acteurs, c'est eux qui vendent. Vanessa en est une parce qu'elle a son propre marché de vente. Voilà. C'est ça, mais est-ce qu'on peut peut-être détailler aussi pour pardon, excusez-moi. Oui, si on pardonne des mots. Donc ça, c'est ces initiatives. Donc, ce n'est pas une initiative où on va voter, mais quelque part, on vote aussi quand on va au magasin, par notre porte-monnaie, on vote tous les jours. Je choisis ce que j'achète. Quelque part, je vote. Il y aurait par exemple du coup la vente directe. Vente directe ou même des marchés paysans, de circuits plus courts, et peut-être pas forcément plus courts, mais plus justes. Il existe aussi un outil qui est encore peu connu, puis qui est très théorique pour le moment, mais qu'on espère qui un jour sera mis en pratique. Quand on dit que la grande distribution devrait être plus transparente par rapport à ses marges, on entend souvent le gouvernement répondre « Ah non, mais c'est la liberté d'entreprise, on ne peut pas y toucher ». Or, il existe un outil qui est la déclaration sur les droits des paysans, qui a été votée par l'ONU, par l'Assemblée générale de l'ONU en 2018, si mes souvenirs sont bons, je crois 2018. Et c'est un outil qui recense toute une série d'articles comme la Déclaration des droits de l'homme ou des droits de l'enfant. Et dans ces articles, il y a des points précis qui disent que les paysans doivent être associés aux négociations avec les entreprises et que les marges des entreprises doivent être parfaitement transparentes. Et ça, c'est un outil qui pourrait, si la Suisse a le courage de l'appliquer et pas penser que c'est uniquement pour les paysans du Sud, de l'hémisphère Sud, si la Suisse a le courage de l'appliquer, c'est un outil qui pourrait nous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur ce que fait la grande distribution avec nos produits. Voilà, je lance ça parce que c'est quelque chose sur lequel la Via Campesina, qui est une organisation internationale de paysans, travaille depuis 20 ans, si mes souvenirs, peut-être même plus, 25 ans, je ne sais plus. Et maintenant, c'est un outil qui existe et qu'on doit s'en servir. Et voilà. Les paysans ont le droit et le devoir et le pouvoir d'être des acteurs beaucoup plus actifs, beaucoup plus proactifs dans la négociation avec les grands distributeurs. Est-ce que, pour les donations publiques, par exemple, le fait que tout le monde passe en bio, par exemple, donc sans pesticide. Ouais, c'est pas passé bio. Ouais, je sais. Alors, ouais. Admettons que les agriculteurs fassent énormément d'efforts, vraisemblablement les prix risquent de continuer à baisser, ou est-ce que ça va faire quand même un petit peu augmenter les prix vis-à-vis de la distribution? Parce que là, j'ai l'impression que des fois le bio est bien payé justement parce qu'il se démarque du conventionnel, mais si tout le monde est bio, est-ce que là du coup les prix vont pas simplement tous chuter? Normalement, ça serait un peu dommage parce que j'ai eu l'audace de parler d'un produit de luxe qui m'a valu quelques foudres sur les réseaux sociaux, j'admets. Mais en fait, on est un peu sur un travail un peu plus de manufacture, plus de travail mécanique, plus de main-d'œuvre dans des fenêtres horaires plus réduites. Et honnêtement, ce travail, il prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. J'ai franchement beaucoup de peine à croire en une baisse du prix avant qu'on parle de réguler ce gaspillage et de plus utiliser les cas. Il y a des startups qui sont lancées comme Ugly Fruit, qui justement reprend tous ces invendus ou toutes ces carottes biscornues pour les revendre à moindre prix. C'est un site internet qui existe et j'ai trouvé cette startup incroyable ce qu'ils ont fait. L'idée est très bonne, mais justement, on devrait plus focaliser sur ce gaspillage maintenant avant de penser que le bio il sera accessible à tout le monde à moindre prix. Il y a un boulot diabolique à faire, il y a de la main-d'œuvre monstrueuse.
on peut le voir, hein, on peut venir un jour chez moi, voir un peu ce qu'on fait, voir ce que c'est toute la journée, ce qu'on fait. Et le désherbage mécanique, c'est du tu chrétien, j'ai envie de dire. Hein. On est à chercher des mauvaises herbes à la main, à les arracher une à une. Après 2 heures de temps, on a les yeux qui se croisent parce qu'on repart, mais le lendemain, on refait pareil. Et toute l'année. C'est ça aussi. Hein. C'était un gain de temps et puis un petit gain d'argent pendant un temps avant que les prix chutent. Ces pesticides, c'était pouvoir ouvrir une barre de 21 mètres, traiter, réguler toutes les mauvaises herbes, sauf le blé, sauf le colza. Et puis on n'a plus besoin, à part quelques-unes qui avaient réussi à passer toutes les gouttes de produits, à les arracher à la main ou se dire, oh, c'est pas grave, au prochain traitement, elles ne seront plus là. Mais là, on est vraiment qu'à la main. Hein. C'est un peu le seul travail qu'on a, parce que la RC-Tri, la houe rotative, ou toutes ces techniques, d'ailleurs, si vous voulez venir les voir une fois chez moi, toutes ces machines, toute cette technologie associée à des GPS, RTK qui permettent le tracteur va tout seul, hein, on n'a plus besoin de toucher le volant. Ben là, tout ça, c'est l'investissement qu'on a fait pour ça. Et puis, je trouverais un peu injuste que tout ce qu'on a mis en avant ne soit pas un petit peu rétribué de manière juste pour tout ce que j'ai fait pour changer ça. Je trouve ça un peu triste ou un peu égoïste de ne pas avoir le prix qui est mérité. Alors, si tout le monde doit passer à ça, c'est tout le monde qui va devoir investir dans ces machines. Alors, on va créer, comme on le faisait déjà avant, des sociétés de machines en commun. Mais du coup, on ne prendra pas une petite machine 3 mètres pour travailler. Parce que si on est 7-8 agriculteurs à l'utiliser, on a besoin d'une machine de 8-10 mètres pour pouvoir travailler vite, enfin 9 mètres, hein, parce que c'est toujours 3, 6, c'est pas 3 mètres. Donc, on aurait des plus grosses machines, mais forcément, le prix, il va très vite. Une 3 mètres caméra, comme je disais, pour sarcler, c'est 30-40 000 francs. Une 6 mètres, c'est pas 8 tonnes, c'est ça. Donc, il y a déjà un problème. Alors, une 12 mètres, je pense qu'il faudrait un tracteur de 500 chevaux qui coûte un demi-million, et la machine coûterait pas loin du même prix. Ouais. Puis ça t'en serait plus, il ne faut pas oublier. Nous, on pouvait traiter avec un petit tracteur et puis une petite pompe 600 litres, ça a un poids total de 4 tonnes et demi, niveau appui du sol assez restreint. Maintenant, toutes les machines qu'on fait, on passe 3, 4, 5, 6 fois à la place d'avoir une seule fois. Et puis, justement, on tasse aussi plus notre sol. Hein. Faire que de la mécanique, on tasse notre sol. Et puis, pour un peu finir là-dessus, on a créé la conservation du sol avec des techniques sans labour, où justement, on utilisait ce fameux glyphosate, hein, pour quand même le citer aujourd'hui, qui grillait la culture dessus. On griffait un peu notre terrain, on scarifiait, et puis du coup, on se met notre vraie culture dedans. Et puis justement, ça permettait de réguler les mauvaises herbes qui avaient déjà poussé avant notre culture principale. On avait tout brûlé, ensuite notre culture principale poussait, puisque justement, c'est un herbicide de contact systémique, donc il attaquait que les plantes visibles. Après, il circulait dans la plante et il la détruisait. C'est ça, le glyphosate. Et puis du coup, on mettait notre culture dessus. Maintenant, en bio ou en agriculture sans pesticides, si ça passerait, on aurait beaucoup plus de labour, puisque c'est un peu notre seule alternative préventive de gestion des mauvaises herbes, qui consiste vraiment à retourner une culture. Et là, on a aussi un souci, c'est qu'on crée énormément d'érosion, parce que comme on ouvre la terre complète, on crée énormément d'érosion dans les sols, et là, on aurait peut-être un problème de résilience aussi, c'est qu'en fait, on détruit beaucoup de choses avec le labour. Il faut savoir que les cultures en semi-direct, etc., ça représente 5%. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Oui, il ne faut pas dire qu'on labourerait beaucoup plus, mais sur ces 5%, ils relaboureraient, où on pourrait faire du travail réduit du sol. Il y a aussi d'autres techniques. Hein. Il n'y a pas que la charrue et le semi-direct. Non, il y a 25 variantes entre deux. Les semis en bonne fraisée, les semis classiques, il y en a une petite astronomique. Mais sur des grosses productions, c'est aussi possible. La patate, c'est pas possible. Alors, la patate, c'est impossible, typiquement, parce que ça demande une grosse profondeur pour travailler les buts et tout. On ne pourrait pas faire des patates en semi-direct. On aurait des espèces d'oignons tout biscornus qui ne feraient même pas la taille d'un pouce. Maintenant, il faut de la surface pour justement que la patate pousse. Il y a des cultures qui ne se prêtent pas à ça. Et il y a des cultures qui s'y prêtent très bien. Typiquement, un blé en semi-direct, c'est une facilité déconcertante. Mais on ne peut pas se nourrir que de blé. Peut-être une autre question, du coup, donc tu as un peu anticipé une des questions, je sur l'organisation, mais du coup, non, très bien. Peut-être concernant la politique agricole prévue initialement en 2022, qu'est-ce que c'est les perspectives pour sa révision? Qu'est-ce qui est prévu et qu'est-ce que c'est vos espoirs, attentes?
à ce sujet. Je laisse commencer Vanessa, si tu, si tu veux bien y répondre. Mis à part qu'elle a été renvoyée, je ne sais pas comment c'est prévu maintenant la suite au niveau fédéral. Maintenant, nous, les attentes qu'on a, c'est très général ce que je vais dire. On attend une vraie politique agricole et alimentaire. On a l'impression, enfin moi j'ai le sentiment que ces politiques agricoles qui sont révisées tous les 4 ans, en plus. 4 ans, comme on l'a dit avant, c'est extrêmement court en agriculture. Spécialement, 4 ans, c'est quoi? C'est affreusement court. On doit avoir une vision à beaucoup plus long terme. Moi, je pense qu'à un horizon de 10 ans, ça serait quand même la moindre quoi, pour pouvoir se projeter. Parce qu'on fait quelque chose, on fait un investissement, on fait un achat, puis 4 ans après, on nous dit que ça ne vaut plus. Alors voilà. Et on doit vraiment prendre en compte tous ces aspects, comme on l'a dit avant, écologiques, sociaux, et tout ça, ça doit passer par une politique qui est plus globale. Moi, je trouve que la politique actuellement, elle est beaucoup trop hachée. Enfin, une petite contribution par-ci, une interdiction de ci, et puis après, l'année suivante, on a mis en place une politique, puis après, on a un train d'ordonnance parce qu'il faut changer. J'ai un petit détail ici, un petit détail là. Moi, j'aimerais quelque chose de beaucoup plus... un socle plus solide et plus durable, sur lesquels les paysans et les consommateurs et tous les acteurs de la branche agricole puissent s'appuyer pour un projet de société. La PA22+ était un petit peu plus écologique, un peu plus administrative, parce que, ma foi, ils ne savent pas faire des choses sans rajouter des papiers, mais un tout petit peu plus écologique, elle est un tout petit peu dans le sens de dire on utilisera moins de produits de synthèse, etc., un peu plus respectueuse de la vie, l'environnement, etc. Mais elle a été mise à mal, entre autres, par les représentants de l'agriculture au haut niveau, des gens, des politiques qui sont USP, etc. Donc, ils disent, je n'arrive pas à comprendre leur discours, quoi. Ils disent non, mais il faut faire, il faut aller, mais alors on a une politique agricole qui fait un pas, alors c'est toujours pas que chaque 4 ans ça nous embête un peu, mais bref, moins maintenant, mais ça va dans le sens, puis ils ont tout fait pour la faire capoter. Je ne piche pas très bien leur jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu politique avec des négociations. Tu me donnes ci, je te donne ça. Est-ce qu'il y a une position générale d'Unitaire vis-à-vis de cette révision? À Unitaire, on a aussi salué le renvoi parce que justement, on trouvait qu'elle manquait de globalité. Oui, mais elle manquera toujours. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça quand on dit qu'on aimerait une vraie politique sur le long terme, durable et qui englobe tous ces aspects, voilà, on n'y était pas, quoi. Fabien, toujours sur la politique agricole, sa révision. Alors, typiquement, moi, j'ai pas tout à fait compris pourquoi il y a eu ce renvoi, parce que j'avais pensé que justement, on en parle, qu'il manque clairement de la globalité là-dedans. Moi, j'ai pas forcément compris ce qui s'est passé. Je trouvais ça bizarre qu'il la renvoie, surtout par rapport à ce qui arrivait. Maintenant, je suis à 100% d'accord avec Vanessa parce que c'est vrai qu'une politique agricole qui change tous les 4 ans, c'est un folklore sans fin parce que justement, on te dit, maintenant on arrête le labo, on fait des chisels, alors on offre une subvention si vous achetez un chisel ou alors si vous utilisez cette technique, on vous donne 200 francs hectares. Ou alors maintenant la fauche de prairie pour moins détruire les insectes, on ne veut plus de conditionneur, c'est-à-dire qu'on a la faucheuse, mais avant on avait encore un conditionneur qui massacrait encore un peu plus ça pour qu'elle sèche plus vite. Du coup, beaucoup de petits insectes et tout étaient détruits par ces conditionneurs. Alors ils ont dit maintenant on arrête les gens qui investissent dans une faucheuse sans conditionneur, ils auront le droit à des centaines de francs par hectare de prairie qui fauche. Et puis tout d'un coup, l'année d'après, donc même pas durant la politique, l'année d'après, ils ont dit ouais, mais il y a trop de gens qui ont fait ça, on ne pensait pas que ça allait avoir autant de succès, donc maintenant il n'y a plus de subvention.
Ouais, c'est ça le gros problème qu'on a. On nous a dit, maintenant, il faut investir dans des bossettes mondiales pour limiter les émissions d'ammoniac. On vous donne 40 francs par hectare que vous faites de traitement. On vous aide à payer 20% de votre rampe de pandillard. Une bossette pandillard dans les normes assez conséquentes, c'est 800 000 francs. Et puis tout d'un coup, bof, ils ne remettent plus les 40 francs. Non, on arrête d'offrir un taux de pourcent pour mettre une barre comme ça. Et puis le plus gros truc qui me choque, c'est qu'on nous a, au 1er décembre 2020, on nous a pondu une loi nous interdisant de mettre du lisier du 1er novembre au 1er avril, seulement si tout d'un coup, pendant 7 jours, il faisait plus de 5 degrés, on pouvait le faire. Ils nous ont dit ça au 1er décembre, alors que nous, si on avait su ça en été, on aurait déjà pu gérer nos fosses bien avant ça. Mais ils nous ont pondu ça au 1er décembre, il y avait déjà 1 mois et demi qui avait passé, et puis on s'est tous retrouvés coincés. Non, il y a des choses qui sont faites comme ça, puis tout d'un coup, il y a une ordonnance. Il faut aller chez le préfet, demander une autorisation pour aller épandre vite 10 mètres cubes dans une prairie, parce qu'aujourd'hui, ça jouerait, mais comme il n'a fait que 2 jours à -2, et puis qu'il n'a pas fait le jour à 5, on ne peut pas le faire. Et la seule fois où on aurait pu le faire, en fait, quand il fait l'hiver un peu plus de 5 degrés, en général, il fait comme aujourd'hui. Il pleut, c'est possible d'aller dans un champ, quoi, sans tout massacrer. Donc, moi, j'aimerais une globalité et puis de la politique agricole à plus longue durée. Ça, c'est certain. Bon, le problème, si je peux me permettre, le problème que tu cites. C'est pour vous. Oui, c'est pour vous, mais ça pourrait se retrouver ailleurs. Le problème, moi, ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est les subventions, quoi. En fait, ou les paiements directs, peu importe comment on appelle ça. On est tellement tributaire pour pouvoir assurer notre revenu, on doit jouer avec toutes ces conditions. On va faire la sortie régulière des vaches en plein air pour gagner un petit peu ici. On va les détenir d'une certaine façon pour gagner là. On va utiliser des pandillards pour gagner un petit peu quelque chose. Ah ben non, finalement non. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir une politique agricole au sens large, où on rétribue le paysan pour le travail qu'il fournit, pour le produit qu'il fournit, et pas pour des petites contributions à gauche à droite? Ça, c'est vraiment quand même. Ça, c'est la base même de mon questionnement journalier. Ouais, puis justement, c'est le fruit de ton travail. Tu reçois le fruit de ton travail. Là, tu fais de l'administration. Voilà. Celui qui fait bien l'administration, il a peut-être travaillé trop bien. Puis, c'est un peu le problème. ça pas mal. C'est ce que certains disaient. C'est terrible. Qu'on pourrait mettre la moitié de notre domaine en jachère et puis gagner plus d'argent qu'en nourrissant le peuple. Et il y a des flous juridiques assez impressionnants. Hein. Si je décidais tout d'un coup, demain, de semer 30 hectares de jachère, je serais mieux rétribué à l'hectare qu'un hectare de blé pour nourrir du monde, nourrir du peuple. Est-ce qu'il y a des propositions du coup pour une politique plus globale, peut-être pour conclure un petit peu un dernier tour d'horizon? Est-ce qu'il y aurait des perspectives pour avoir une politique plus globale? Et est-ce que des initiatives comme une fiche de pesticides de synthèse pourraient amener à quelque chose comme ça? Peut-être c'est une petite pierre, mais le problème, s'il n'est pas là, il est dans la tête des gens qui font les lois. Moi, je crois que pas trop d'illusions. Non, mais c'est un peu le problème qu'on aura, c'est l'ordonnance. Même si l'initiative viendrait à passer, l'ordonnance mettrait des décennies à être mise en œuvre. Et, on pourrait tout de suite faire l'anarchie et remettre tout le monde à zéro, puis couper toutes les hautes têtes et recommencer sur un modèle un peu plus. J'aimerais y croire à ce modèle-là, mais c'est assez compliqué. Jody, tu voulais encore? Non. Okay. Vanessa, je te laisse. Non, je ne pense pas que l'initiative seule peut résoudre le problème, parce que justement, c'est un problème, c'est une situation qui est beaucoup trop. C'est un problème global qui demande une réponse globale. Ouais. Moi, j'aime bien des solutions comme le mouvement Agriculture du futur a mis sur pied le Parlement de l'alimentation, où on a des gens de plein d'horizons qui se mettent ensemble pour discuter qu'est-ce qu'on veut de l'alimentation du futur. Et les paysans doivent absolument en faire partie et apporter leur point de vue, leurs expériences, et dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment on peut le faire, et qu'est-ce qu'on a besoin, nous, pour pouvoir faire ce travail. Ça, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place de manière. Ça existe déjà, ce Parlement d'alimentation. Mais à quel point on pourrait l'utiliser davantage?
je ne sais pas à quel point il a beaucoup de pouvoir sur. Non, il n'a pas de pouvoir, mais il permet de solliciter les gens de plein d'horizons et puis aussi des consommateurs, des consommatrices. Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué pour faire ce changement. Un laboratoire d'idées. Oui, mais ce n'est pas les politiques tout seuls, ce n'est pas les paysans tout seuls. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des interprofessions. Hein. C'est pour ça qu'on. Mais je sais bien. L'interprofession du lait ne marche pas. L'interprofession du lait ne marche pas parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de. Il y a plus de politique que d'agriculteurs qui sont dedans. C'est ça. Soit on fait un comité égal, soit ça ne marche déjà pas. Si rien que dans certaines interprofessions fromagères ou comme ça, on met 2 fromagers et un agriculteur, bon, c'est déjà qui c'est qui a perdu. Hein. C'est ça. Et du coup, davantage de participation peut-être de vos paysans à la prise de décision, ça pourrait être. Alors après, le risque, si on met 2 agriculteurs et un fromager, ben, on sait ce qui va se passer. Il faudrait vraiment arriver sur un 50-50 et puis que la majorité l'emporte. Ou un laboratoire où c'est que tu as aussi, parce que maintenant tu mets un paysan fromager, mais il faut le consommateur. Il faut le consommateur, oui. Ah oui, je connais l'exemple juste des. Oui. Mais alors il faudrait. Pour dire, il faudrait un tiers. Il faudrait un tiers. Tu as consommateur, distributeur. La vie de tout le monde, on veut le bien de tout le monde, pas juste de ici ou de là. C'est ça, c'est que. On parle de répartition de la valeur ajoutée sur toute la chaîne, de transformation sur toute la filière, depuis le producteur, le transformateur, le transporteur. Enfin voilà, il y a tellement de monde. 1, 10. Oui, ça se fait, mais ça se fait, oui. Bon, pas partout. Hein. Non, mais je dis, c'est 1 pour le paysan, 1 pour le transporteur, et puis 10 pour le peuple négro. Ah oui, d'accord, j'ai compris maintenant. Je propose de rester là-dessus comme mode de la fin. Malheureux, mais qu'on espère voir changer. Je vous remercie tous les 3, donc Fabien, Vanessa et Josie, d'avoir été présents à ce débat. Je remercie aussi le public donc, de nous avoir alimenté avec vos questions. Donc, merci également à vous. Voilà, public qui est un peu à distance. Moi, j'ai quand même la chance de voir le chat qui s'active. Je précise aussi également pour le public, donc n'hésitez pas à revenir avec nous le 18, donc mardi prochain. Et là, on aura un débat, peut-être on va reprendre une partie des questions qui étaient un peu plus générales, que le public a posé, notamment vis-à-vis des importations, qui concernent un peu moins justement la partie témoignage d'agriculteurs et d'agricultrices qu'on voulait avoir. Et qui amènera aussi des secteurs un peu plus larges, c'est-à-dire qu'on aura une personne du monde médical, on aura une personne qui représentera la filière plus agroalimentaire d'un point de vue plus général. Donc voilà, ce sera un débat sur le même sujet, mais qui aura une toute autre dynamique et qui sera aussi très intéressant. Il y aura aussi un peu une structure où il y aura un débat interne, donc vous pourrez poser vos questions. Donc voilà, on se réjouit de vous retrouver le 18 et on vous remercie pour votre participation. Merci encore. Merci. Voilà. Merci à toi pour la modération. Merci bien. Ouais, merci.